Holly et Jerry sont très amoureux. Ensemble, ils forment un couple parfait. Mais après la mort soudaine de Jerry, Holly sombre dans une dépression dont rien ne semble pouvoir la sortir. C'est grâce au message que Jerry envoie à Holly après sa mort qu'elle pourra tourner la page et entamer une nouvelle vie. Cette histoire, c'est celle du livre P.S. I Love You de Cecilia Ahern, énorme best-seller très vite adapté au cinéma avec Hilary Swank et Gerard Butler. À l'approche de la retraite, rien ne semble pouvoir briser la routine installée entre Liz et son mari. Mais en seulement quelques secondes, leur existence va être renversée. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Vous écoutez Transfert, épisode 369, un témoignage recueilli par Oriane Guérito. J'ai presque 24 ans, je suis en dernière année d'études en 1989 et j'ai pris une colocation avec ma cousine. Donc en même temps, j'ai un emploi à mi-temps. À la Toussaint, elle invite un couple d'amis qui a 2 enfants, que je ne connais pas, à venir passer le week-end. Quand ils arrivent, je vois cet homme, Denis, et j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose entre nous. On échange des regards, mais c'est tout. Il est marié, il a 2 enfants. Je me suis toujours promis de ne pas toucher un homme marié. Il me tend une boîte de pâtisserie. Il y a une tarte dedans. Je suis tellement perturbée que maladroitement, je la fais tomber sur le plan de travail. Denis a 32 ans quand je le rencontre. Il est assez svelte. Il a une personnalité attachante, communicante. Et je suis séduite presque au premier regard. Il a les yeux bleus, mais pour moi, les yeux, c'est pas le plus important. C'est la bouche le plus important. Il se passe quelque chose. On passera ce week-end juste à échanger des regards, mais je me refuse à laisser parler les choses. Je suis pas dans une stratégie de séduction. Pour moi, il est intouchable. Mais je sens il se passe quelque chose, quoi. Il y a une attirance importante. On s'observe, en fait, au cours de ce week-end. Il nous retourne l'invitation. 15 jours après, on est en week-end chez eux. Pareil, toujours les échanges de regards. La sensation qu'il se passe quelque chose, mais sans qu'on s'autorise à quoi que ce soit. Aucun geste, aucun contact. Un soir, sous prétexte d'un déplacement professionnel, il vient seul, sans sa femme et ses enfants. Je suis seule, ma cousine n'est pas là. Il toque à la porte et on se regarde et je comprends pourquoi il est là. Et puis il s'approche, il m'embrasse. Et puis c'est parti, quoi. On se voit en cachette pendant quelques semaines, puis il quitte sa femme. Il m'appelle et je viens et on commence notre aventure, notre vie ensemble. Il divorce, donc on habite ensemble. On a une fille en 1999, Marie, et puis notre vie continue comme un couple normal, mais on s'aime toujours fort. On a une garde alternée avec ses filles. La vie se passe bien avec mes belles-filles. Denis prend sa retraite au moment du premier confinement et moi je continue à travailler. Donc il prend sa retraite à 62 ans. Il fait un travail physique, en fait. Il travaille dans un entrepôt comme agent de réception. Et il est content de prendre sa retraite parce que physiquement il est fatigué. Et intellectuellement aussi parce que c'est pas très enrichissant. Et au moment où il prend sa retraite, il prend plaisir à se consacrer à des activités entre guillemets intellectuelles. Ça n'a jamais été un sportif, donc il dessine, il lit, il écoute de la musique. Mais comme il a arrêté toute activité physique, il prend du poids, il n'a pas une alimentation très équilibrée. Moi, je continue de travailler pendant les confinements. Tous les matins, je pars prendre le RER, il est 7h20 alors que le réveil a sonné à 6h. Ça me pèse, j'ai 55 ans, j'en ai marre d'être obligée d'aller bosser. J'ai qu'une hâte, c'est être en retraite, mais c'est pas encore pour tout de suite. Et notre vie de couple est un peu tendue parce que je pars au boulot le matin, juste il se lève pour me dire au revoir au moment où je vais prendre le RER, et ça m'agace. Lui, il a la chance de rester à ne rien faire pendant toute la journée, alors que moi, je dois aller au boulot.
Donc je me sens agressive, je lui fais souvent des reproches, pas toujours justifiés. L'ambiance est un peu tendue entre nous. Et quelque part, je lui reproche d'avoir la joie d'être à la retraite et pas moi. Ça fait 35 ans qu'on vit ensemble et ce quotidien où lui, il a maintenant la possibilité d'être détendu alors que moi j'ai la pression de l'activité et du travail fait que je suis agressive, pas patiente et je sens que je me détache de lui quelque part. Mais on a toujours une affection très forte et donc on n'a pas d'engueulade suffisamment intense pour pousser à un non-retour quelque part. Mais surtout mon ton est assez agressif à son égard. C'est pas tant ce que je lui dis qui est méchant que le ton que j'emploie. Et parfois il me fait remarquer, il me dit ouais, tu me parles avec agressivité. Ça me confronte à mon propre vieillissement. C'est difficile à accepter. On n'est plus un jeune couple avec tout notre charme et donc c'est difficile aussi pour une femme d'accepter de vieillir et ça me rend agressif parfois. Le 20 octobre 2021, c'est un mercredi, je pars au boulot comme d'habitude, je vais prendre le RER, donc je quitte l'appartement, il est 7h20, il vient de se lever, il vient me dire au revoir et refermer la porte. Comme d'habitude, je pars dans l'escalier avec toujours un point d'agacement et donc la journée se passe. Pas de difficulté particulière au boulot, je peux partir à peu près à l'heure et j'arrive à la maison, j'ouvre la porte et j'échange 2 phrases avec Denis, demande si le RER a bien roulé, si ma journée s'est bien passée. Donc je lui dis oui, puis je pars à la salle de bain me changer. Et lui va à la cuisine finir de mettre la table. Et tout d'un coup, j'entends un grand bruit. Alors, je me dis qu'il a cassé quelque chose dans la cuisine. Je m'approche en plaisantant un peu, en disant « Alors, qu'est-ce que t'as cassé ?» Et il me répond pas. Et je le trouve allongé par terre, à plat ventre, dans la cuisine. Une chaise est renversée. Et il bouge pas. Je me précipite, je pousse la table, la chaise, je le touche pour voir, j'ai l'impression qu'il est tombé contre un meuble et qu'il s'est assommé, mais il a rien à la tête. Donc je le mets en position latérale de sécurité et puis j'essaye de voir ce qui lui arrive. Et en fait, il a les yeux grands ouverts et il respire plus. Je le mets sur le dos. Sa langue commence à sortir et je me dis... Mais alors c'est comme ça que ça va finir, notre vie de 35 ans d'amour. J'ai un moment de sidération. J'ai une pensée aussi un peu complètement absurde. Je me dis ça va être compliqué d'organiser un enterrement. Et puis je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je me dis je peux pas le laisser comme ça. Donc j'attrape mon téléphone portable et je me mets à agir. Donc je compose le 15. Ça répond pas tout de suite, j'ai le message d'attente 2 fois, 3 fois. Alors j'attrape le téléphone fixe et je compose le 15 aussi. En même temps, je vais ouvrir la porte d'entrée de l'appartement. Finalement, ça répond sur mon portable. L'opérateur du 15 me demande ce qui se passe. Je lui explique que mon compagnon est mort dans la cuisine, mais que ça vient de se produire et qu'il respire plus. Et je comprends à des moments de silence que l'opérateur, je sais pas si c'est un pompier, il en déclenche les secours et en même temps il me demande des renseignements puis il me dit maintenant il va falloir masser. Vous savez le faire? Alors, je me rappelle un peu. Donc je me mets à genoux à côté de Denis et je pose mes mains sur son sternum. Et le pompier me dit, bon, vous mettez le téléphone portable en haut-parleur à côté et vous comptez avec moi. Et à chaque chiffre, il faut faire une pression. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va vite, ça va plus vite que ce que je pensais. Et il faut toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je compte à voix haute. Et ce pompier au téléphone, il est celui qui me raccroche à la vie parce que j'ai l'impression de ne plus personnifier Denis. Je lui parle pas, je lui dis pas tiens le coup, quoi que ce soit. Non, c'est un corps sur lequel je fais pression. Ça craque dans sa poitrine. Je dis au pompier, je suis en train de lui casser les côtes. Il me dit, ça fait rien, continuez. Donc je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et par petits moments, je lui donne des précisions sur la situation de notre immeuble. C'est le plus au fond de la résidence. Il me dit, continuez, les pompiers vont arriver.
Je sens une goutte de sueur qui coule au creux de mon genou, mais je sens pas le temps qui s'écoule dans le fait de faire ce massage cardiaque. À un moment, le pompier me demande de vérifier s'il respire. J'arrête le massage et il y a un genre de râle qui sort de sa bouche, mais c'est comme si sa poitrine se regonflait parce que j'ai arrêté d'appuyer dessus et il n'y a pas de respiration qui sort. Donc il me dit reprenez le massage et je continue. Les pompiers sonnent à l'interphone, ça m'agace parce que je sais que les pompiers, normalement, ils ont un badge pour accéder dans les immeubles et donc j'arrête le massage, je me précipite leur ouvrir la porte et je retourne dans la cuisine reprendre le massage. Ils arrivent à l'entrée de l'appartement, ils m'appellent, donc je les appelle de la cuisine. Ils arrivent et puis ils écartent tous les meubles qui les gênent, ils repoussent la table jusque dans le salon. Un pompier prend le relais du massage cardiaque. J'ai toujours l'opérateur en ligne, l'opérateur du 15, et il me demande de lui passer un pompier. Donc je lui passe le téléphone, sans doute pour avoir confirmation qu'il se passe bien quelque chose. En fait, j'ai eu le 15 en ligne 14 minutes. Ça veut dire que j'ai massé pendant 12 minutes. J'ai pas l'impression que ça ait duré aussi longtemps. L'un des pompiers demande qu'on coupe le t-shirt de Denis. J'attrape une paire de ciseaux qui est sur un meuble et la donne au pompier qui est chargé de couper le t-shirt et l'autre pompier lui pose des patchs du défibrillateur sur la poitrine. Et puis, il enclenche le défibrillateur. Moi, je me suis reculée un peu plus loin, je les laisse travailler. Le défibrillateur envoie une impulsion, mais il se passe rien. Donc, je comprends que le cœur est pas reparti. Et le pompier fait une deuxième tentative d'impulsion du défibrillateur. Et là, il dit, c'est bon, j'ai un rythme. Denis ne reprend pas conscience. Et le SAMU arrive à ce moment-là. Je vais leur ouvrir la porte et je les guide dans la cuisine. Ils font le point avec les pompiers. Le médecin du SAMU m'explique qu'ils vont plonger Denis dans coma artificiel immédiatement parce qu'ils vont lui faire des soins très douloureux. Donc ils percent une voie osseuse, c'est-à-dire qu'avec une perceuse, ils percent le tibia pour injecter les médicaments directement dans la moelle osseuse pour que ça aille au cœur sans avoir un obstacle dans une artère qui est bouchée. Donc, ils font ces soins, je m'assois sur le canapé, je regarde l'équipe du SAMU et les pompiers s'activer autour de Denis. Je suis un peu immobile, tétanisée, tendue sur le canapé. Le médecin du SAMU me demande plein de renseignements administratifs, puis me dit « Mais ne vous inquiétez pas, vous avez fait tout ce que vous pouviez, vous avez fait ce qu'il fallait faire ». Moi, je lui dis oui, mais s'il se réveille comme un légume, il va m'en vouloir. Et il me dit, on peut pas savoir. Après que j'ai donné tous les renseignements administratifs au médecin du SAMU, je sais qu'il faut que je prévienne Marie. Donc je l'appelle, mais je sais pas comment commencer ma phrase sans l'affoler complètement. Donc je lui dis Marie, c'est grave, c'est grave. Elle comprend pas ce que je veux dire, donc je lui explique la situation. Tout ce que je suis capable de lui dire, c'est que son père a fait un arrêt cardiaque, que les pompiers sont en train de le réanimer, qu'il est dans le coma et qu'on ne sait pas ce que ça va advenir. À partir du moment où ça s'est passé, j'ai une tension parce que je sais que je suis celle qui doit tenir, je suis celle qui doit porter tout le monde et donc je m'octroie pas le droit de craquer, je tiens quoi. Il pose un espèce d'arceau sur la poitrine de Denis pour attacher ses bras au-dessus de la poitrine et il m'explique que c'est un appareil automatique qui s'enclenchera s'il refait un arrêt cardiaque et c'est un appareil qui fait automatiquement le massage cardiaque. Ils vont le transporter dans l'ambulance. D'autres pompiers sont arrivés entre-temps, ils sont 6 pompiers, ils l'installent sur un brancard, ils me demandent un petit coussin pour mettre en dessous de sa tête. Ils le descendent, ils l'installent dans l'ambulance des pompiers et le médecin m'explique
qu'ils ne savent pas encore à quel hôpital ils vont l'emmener. Il est au téléphone avec la régulation et ils attendent de savoir dans quel hôpital ils ont une place pour l'emmener. À aucun moment, je n'ai personnifié Denis. Il est dans l'ambulance, les pompiers s'affairent autour de lui. J'ai pas un geste pour le toucher, j'ai pas un mot pour lui dire quoi que ce soit. Je me rends compte qu'il y a une barrière, je garde une froideur. Je communique avec le médecin du SAMU, avec les pompiers. Il m'explique que finalement, ils ont une place à l'hôpital de Corbeil. Je demande si je dois l'accompagner. Il me dit que non, que j'irai demain. Il faut que j'appelle dans 2 ou 3 heures pour avoir des nouvelles. J'insiste pas, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression d'être en dehors, qu'il y a une distance. Je m'autorise pas d'émotion, c'est bizarre. Je suis pas là à pleurer, je suis pas là à vouloir absolument suivre l'ambulance pour savoir tout de suite ce qui se passe. Donc je prends les informations qu'il me donne et je sais que je devrais appeler l'hôpital 3 heures après. Donc je remonte à l'appartement, Marie doit arriver avec sa sœur. J'arrive dans cet appartement vide alors qu'il y a eu jusqu'à 9 personnes autour de nous. Je remets en ordre un peu tout, je nettoie la flaque d'urine qui se trouve à l'endroit où était le corps de Denis. Peu de temps après, Marie et sa sœur arrivent. Elles pleurent, mais je leur explique ce qui s'est passé. Je leur dis qu'on en saura plus tard, qu'on peut pas dire que c'est fini, puisque c'est pas fini. Il est parti à l'hôpital. On espère que les choses vont évoluer favorablement. Je suis toujours dans cette tension. Je porte tout sur mes épaules, donc je m'autorise pas trop à pleurer. Je suis là pour rassurer les filles aussi. Vers 23h, j'appelle l'hôpital. Ils me passent le service de réanimation qui m'explique qu'ils ont pu lui déboucher une artère et qu'ils le maintiennent en coma artificiel. Et c'est tout. Ils me disent de venir le lendemain. On va se coucher péniblement. Je ressens vraiment cette tension. Je dors par pointillés, mais en même temps... il faut dormir pour récupérer. J'ai besoin de sommeil. Le lendemain, on part à l'hôpital de Corbeil. Les médecins ont besoin de nous rencontrer avant, de nous permettre de voir Denis. Ils nous expliquent qu'ils ne peuvent pas savoir s'il a des séquelles neurologiques. Tout ce qu'ils me disent, c'est qu'ils le maintiennent en hypothermie, donc une température du corps plus basse, pour que justement son cerveau ait le temps de se régénérer. Il nous accompagne dans le box de réanimation. Il est allongé sur cette table, il est intubé, il y a toutes les machines autour. Et son corps est froid. Mais je l'ai réinvesti. J'arrive à le toucher, j'arrive à lui parler. Même si les larmes coulent un peu, il nous fait sourire parce que, en fait, Denis porte les cheveux longs et il veut jamais les attacher. Et ils lui ont attaché les cheveux en haut du crâne et ils lui ont fait une natte. Alors avec ma fille, on sourit. Et puis je dis, on peut pas laisser ça sans qu'il s'en souvienne. Et donc on prend une photo juste du haut de son crâne. On veut pas prendre de photo de lui avec l'intubation. Mais sa natte, il fallait qu'on la prenne en photo. Même si on savait pas s'il allait être capable de revoir cette photo. Et puis on passe un peu de temps avec lui, mais il est inconscient, il est froid. Faut pas craquer. Pour Marie, c'est pas à ma fille de soutenir sa mère. C'est à moi de soutenir ma fille. Donc je tiens, même si c'est difficile. Si je m'angoisse à ce moment-là, ça allait devenir invivable. Et donc il fallait que je tienne minute par minute sans projeter des inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être, parce que de toute façon, c'est déjà une situation pas terrible, donc pas la peine de projeter et d'imaginer des choses pires. Donc je tiens, et puis on avance, parce qu'il faut avancer. Puisqu'ils sont pas capables de nous dire que tout est perdu, c'est que tout n'est pas perdu. Et chaque jour, on ira l'après-midi voir Denis. Ça s'est passé un mercredi soir. Et le dimanche, c'est difficile parce que ils ont essayé de le sortir du coma, donc ils ont allégé un peu les drogues. Et il est agité. Il a pas repris conscience, mais il ouvre les yeux, mais ses yeux sont révulsés. Donc on voit le blanc d'œil, il a la tête qui va d'un côté et de l'autre alors qu'il est intubé. Mais à chaque fois
un infirmier lui prend la main en lui disant « Serrez ma main si vous m'entendez ». Il ne réagit pas. Donc c'est un peu difficile de le voir dans cet état-là. Donc je me dis, le lundi, il faut que je retourne au travail parce que chaque jour à attendre avec Marie, elle aussi, il faut qu'elle reprenne le travail parce que ça sert à rien qu'on soit aussi dans l'attente et dans l'angoisse à la maison. Et le mardi matin, je vais au boulot. Dans la matinée, l'hôpital m'appelle et me dit « Il est sorti du coma et il a demandé qu'on vous appelle ». Ça veut dire qu'il se rappelle de moi, ça veut dire qu'il est capable de parler. Donc, un soulagement énorme. Je m'autorise à souffler, à pleurer et à relâcher la tension qui m'habitait depuis les 5 jours. Mes collègues de travail sont très empathiques, donc je peux me permettre de me lâcher un peu. Je vais à l'hôpital confiante et quand j'arrive, il est assis dans un fauteuil et je le touche. J'ai besoin de le toucher. Il est vivant, mais je le vois les sourcils froncés. Il est plus intubé et il est très agacé d'être dans cet hôpital. Et le fait qu'il nous reconnaisse, qu'il nous parle, qu'il marche, son corps qui fonctionne, qu'il ait sa tête qui fonctionne puisqu'il sait qui on est. Il est capable de s'exprimer même si on dirait qu'il est sous cocaïne. C'est un soulagement énorme. C'est un soulagement de se dire ça sera pas un légume. C'est lui, quoi. Même si c'est lui un peu énervé, c'est lui. On comprend qu'il n'a pas conscience de ce qui lui est arrivé. Donc, on est obligé de lui expliquer. Je lui explique qu'il est mort dans la cuisine et que c'est pour ça qu'il est à l'hôpital et qu'il faut qu'il reste à l'hôpital et ils vont le soigner. En même temps, il a des hallucinations, donc il voit des espèces de vers sur le mur. Il sait que c'est des hallucinations, mais il voit aussi des personnages. Il nous parle d'un chien jaune et il a un débit très rapide et c'est très étonnant de le voir alors que pendant 5 jours on l'a vu dans le coma, de le voir aussi énervé, aussi agité. On est déstabilisé mais en même temps il y a de la joie. Le fait que ensuite on puisse prévenir tous les amis, la famille qui attendaient des nouvelles, c'est quand même une joie et un soulagement que de pouvoir les rassurer et nous-mêmes on est rassurés. Donc les médecins m'expliquent que, au vu de ses artères, il va falloir lui poser des stents. C'est des espèces de ressorts qui maintiennent les artères ouvertes quand elles sont en mauvais état. Denis était un gros fumeur jusqu'à ce qu'on ait Marie. Il a arrêté de fumer quand elle avait 2 ou 3 ans. Mais les médecins m'expliquent que les dégâts faits par le tabac aux artères sont irréversibles. Pendant 2 ou 3 jours, j'y vais à chaque fois l'après-midi. Il est toujours très agité, il a toujours ses hallucinations. On s'aperçoit en parlant qu'il a perdu 2 mois de mémoire. Des choses qu'on a faites en septembre, en août, il ne s'en rappelle plus. Lorsqu'il le transfère en soins intensifs, il est très affaibli, mais pendant 5 jours, ils l'ont lavé à l'éponge. Donc je lui propose de prendre une douche et de l'aider à prendre sa douche. Dans le passé, j'avais douché mes parents âgés. Ça avait été une épreuve pour moi. Être confrontée à l'obligation et à la dégradation des corps de ses parents, c'est pas facile. Mais quand je le fais pour Denis, je ne ressens pas la même chose. C'est un acte d'amour, il y a de la tendresse, il y a de la complicité aussi. Je l'aide à laver ses cheveux, à les démêler pour défaire toute la natte qu'il avait emmêlée dans ses cheveux. Je ressens beaucoup le besoin de le toucher son corps pour vérifier qu'il est là, qu'il est bien là, qu'il est vivant. Comme je vais bosser le matin, j'y vais l'après-midi. Chaque fois que je vais le voir, je m'allonge à côté de lui. Il me fait une petite place, on parle. Je lui apporte des livres. Il aime pas trop regarder la télé. Il arrive à écouter la musique. Il avait toujours refusé d'avoir un téléphone portable.
Je lui dis, ça serait quand même plus pratique que tu aies un téléphone portable à l'hôpital. Donc il accepte que j'aille acheter un téléphone portable et que je lui explique comment fonctionne un smartphone. Donc c'est aussi un moment où on rigole un peu. Lui et les technologies, c'est pas trop son truc. Il découvre l'usage du téléphone portable et des textos. Et donc, au lieu d'en écrire 2 lignes, il en écrit 20. Mais on échange par texto des mots tendres aussi, parce qu'il a pris conscience de ce qui lui était arrivé. Et on est étonnés tous les deux de ce qui s'est passé et d'être ensemble et d'être encore ensemble et qu'il soit en vie. C'est plein de moments de tendresse. C'est un peu dur parce qu'il sait qu'il va devoir rester 2 mois à l'hôpital, puisque après un infarctus, il faut de la rééducation à l'effort, et qu'il est très affaibli. Pendant les 2 mois où Denis reste hospitalisé, c'est un peu comme une parenthèse. Je me sens pas en vacances. Je m'autorise pas à vivre. En fait, je vis à son rythme. Je dors toujours de mon côté du lit au lieu de m'étaler. Je mange sur mon petit plateau devant la télévision. C'est pas des vacances. C'est un peu fatigant parce que au début, j'allais à l'hôpital tous les après-midi. Après, j'y vais 1 jour sur 2. Il me manque, donc je m'aperçois que ma vie de couple qui m'agaçait auparavant, en fait, elle est très importante pour moi, même si c'est un couple de 35 ans de vie commune. C'est lui et personne d'autre, et j'ai pas envie de me retrouver seule. Il me manque, et les échanges qu'on a sont importants. Donc, j'attends avec impatience qu'il revienne. Ça a changé ma rancœur et mon agacement à son égard. Je sais qu'il me reste plus que 2 ans à travailler, donc je prendrai ma retraite dès que je pourrai pour qu'on puisse être ensemble. Il rentre à la maison avant Noël. Il a perdu 14 kilos. Il a l'obligation de faire une activité physique. Lui qui n'était pas sportif, il faut qu'il réussisse un test d'effort pour qu'il le laisse rentrer à la maison. Donc il prend très à cœur le fait de suivre les préconisations qui lui ont été données. Donc il va marcher tous les matins pendant 35 minutes, puisque c'est la durée minimum qu'on lui a donnée. Il n'en fera pas 5 minutes de plus, mais il marche 35 minutes. Il a complètement changé son alimentation, il mange plus que des fruits et des légumes, pas de sel, très peu de sucre. Il met un point d'honneur à suivre ce régime alimentaire et à suivre cet exercice physique parce qu'il pense qu'il me le doit et qu'il doit à tous les médecins, les pompiers qui ont contribué à ce qu'il soit encore vivant. Les filles ont pris conscience de la mortalité de leur père et elles ont changé leur attitude alors que parfois elles étaient moqueuses, agacées. Là, elles ont pris conscience que du jour au lendemain, elles pouvaient ne plus avoir de père. Elles sont beaucoup plus attentives à prendre des nouvelles, à être plus sensibles. Par le travail, j'ai pu aller voir une psychologue quand il était encore à l'hôpital pour essayer de sortir un petit peu l'intensité du moment. Et en fait, je me suis aperçue que j'y pensais presque tout le temps. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il est resté longtemps dans ma tête. Et quand je cours, parfois, je compte le rythme de mes pas. Même quand je marche, des fois, quand je vais à la gare, je me surprends à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assez vite, j'ai quand même décidé de ne pas m'angoisser parce que je ne peux pas rentrer tous les soirs en me disant est-ce que je vais le retrouver mort ? Je ne peux pas, lorsqu'il ne répond pas au téléphone, m'angoisser en me disant qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va être invivable. Donc j'ai décidé de ne plus m'angoisser sur ce sujet. Lorsqu'il revient à la maison, on retrouve des moments de tendresse, on retrouve de la complicité. Je veux pas le materner, donc je suis pas toujours à prendre soin de lui. Il est capable de prendre soin de lui, il a pris conscience de ce qu'il devait faire, mais j'ai plus ces réflexions agressives d'avant. Je suis contente de le retrouver le soir et d'échanger avec lui sur la journée. Je suis contente qu'il me dise bonne journée le matin quand je pars au boulot. Je peux prendre ma retraite à 57 ans, donc je prends ma retraite le 1er janvier 2023.
Les premiers temps de cohabitation 24 heures sur 24 sont un peu difficiles, mais je pense que c'est pour tous les couples à la retraite. Il faut qu'on se trouve des rythmes, des choses à faire séparément. Denis se lève plus tôt que moi et il aime dessiner le matin. L'après-midi, il aime écouter de la musique, lire. Moi, j'aime aller me promener. Quand il fait moche, je vais au cinéma. On arrive à faire des choses séparément, des activités séparément. Je dis pas qu'il n'y a pas des fois des petites engueulades, mais je ne ressens pas la tension qu'il y avait auparavant. J'avais toujours eu le projet de partir 1 mois aux États-Unis seule lorsque je serai en retraite. Donc j'organise mon voyage, il est d'accord, il n'y a pas de difficulté entre nous à ce sujet. Donc je pars tout le mois d'avril 2023 aux États-Unis. Le fait d'être à 6000 km me permet de poser ce poids qui était sur mes épaules, cette responsabilité. Je le laisse en France, je m'en vais et quoi qu'il arrive, je ne pourrais rien faire puisque je serais à 6000 km. Donc, j'ai tout organisé pour que ses filles s'occupent de lui, mais je ne m'angoisse pas. Oui, je n'ai plus cette tension, je n'ai plus ce poids sur les épaules que je portais depuis le 20 octobre 2021. On a tissé un lien fort. Au-delà de notre vie de couple, je lui ai sauvé la vie. Il sait que je lui ai sauvé la vie. Je ne veux pas qu'il m'en soit reconnaissant, parce que je sais qu'il aurait fait la même chose. Mais ça a resserré nos liens, ça a resserré notre amour et notre tendresse. Ça fait partie de notre vie et c'est quelque chose qui nous accompagne. La mort est devenue un élément de notre vie sans être quelque chose de dramatique finalement. Quand on s'est rencontrés, qu'on a commencé à vivre ensemble, pour moi c'était une certitude. C'est l'homme avec qui je voulais vieillir, je lui avais dit. Ça l'avait surprise cette expression. Ce qui s'est passé confirme que je vieillirai avec lui. Je sais pas lequel des deux partira en premier, mais on est destinés à passer notre vie ensemble. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 369, un témoignage recueilli par Oriane Guérito. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Victor Benamou. Montage, Mona Delahaye. Musique, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.